Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la visite du président Faure Gnassingbé au Zimbabwe. Le chef de l'État est arrivé ce vendredi à Harare. Il est l'invité d'honneur de la 57e foire commerciale internationale du Zimbabwe. Les jeunes appelés à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité. Message du ministre colonel Jacques de la Sécurité et de la Protection civile. C'est à l'occasion ce vendredi d'une rencontre avec le Conseil national de la jeunesse. Enfin, la deuxième édition du livre en fête lancé hier jeudi. Plusieurs activités marquent cette deuxième édition, notamment dans les établissements scolaires. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Image tout d'abord du président Faure Gnassingbé arrivé ce vendredi à Harare dans la capitale zimbabwéenne. C'est son homologue Robert Mugabe en personne qui l'a accueilli à sa descente d'avion. Le récit est l'objet de la visite du chef de l'État dans la capitale zimbabwéenne avec notre envoyé spécial sur place, Adolphe Paka. Pour cette foire commerciale internationale du Zimbabwe, le chef de l'État Faure Gnassingbé est invité spécialement pour procéder à l'ouverture officielle de l'événement. Une confiance méritée sans nul doute, eu égard aux percées sans cesse enregistrées dans l'innovation économique ces dernières années. L'événement est d'ailleurs placé sous le thème « Innover, intégrer et industrialiser ». Le chef de l'État Faure Gnassingbé, arrivé à l'aéroport international d'Harare, a été accueilli par son homologue, le président zimbabwéen Robert Mugabe. La foire commerciale internationale du Zimbabwe est un rendez-vous techniquement économique, occasion rêvée pour les décideurs, hommes d'affaires et investisseurs de penser profondément aux problèmes critiques de l'intégration et de l'innovation économique, sans oublier celui de l'industrialisation de l'Afrique. Et voilà donc le président Faure Gnassingbé, invité d'honneur du Zimbabwe pour la 57e foire internationale du Zimbabwe. Donc, sur place au Togo, les jeunes appelés à s'impliquer davantage dans la sécurité, dans la lutte contre l'insécurité. Message ce matin du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est à l'occasion d'une rencontre sur la coproduction de la sécurité publique. C'est une initiative du Conseil national de la jeunesse. Éric Djanipo et Serre Laclé. La situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine nécessite une lutte collective des acteurs à tous les niveaux. Elle ne saurait être l'affaire des forces de sécurité uniquement. La jeunesse togolaise représente plus de 50% de la population et doit elle aussi contribuer à la lutte contre les conflits plutôt que de les alimenter. Et pour favoriser en elle la culture de la paix, il est impératif de stimuler le climat de confiance entre elle et les forces de sécurité. C'est à cette école que sont ces jeunes et ces corps habillés. Et c'est le Conseil national de la jeunesse, CNJ, qui en est l'initiateur avec l'appui de la Fondation Grand Saïdel. Ces présents ateliers d'échange entre les forces de l'ordre et de sécurité se veulent des cadres d'information et également d'identification des stratégies qui permettront une meilleure collaboration entre les jeunes et les forces de l'ordre et de sécurité. La question sécuritaire est transversale au développement de tout pays. Cette rencontre de partage entre la jeunesse et les forces de sécurité va donc contribuer à réduire le fossé entre les deux entités.
Le colonel Yark Damran, en charge de la sécurité, se réjouit de l'initiative. Le développement de notre pays ne peut être une réalité sans la sécurité, autrement dit sans cette jeunesse. À la jeunesse de notre pays de s'approprier les services de sécurité et ne plus considérer les forces de sécurité comme une frange inaccessible de la population. Un militaire est un civil à mission et un civil c'est un militaire en fin de mission. Donc il ne doit pas avoir entre le corps habillé et le civil un rempart. Cette démarche programmée sur toute l'étendue du territoire renforcera à coup sûr les initiatives du gouvernement en vue de sécuriser au mieux nos populations en ces moments très difficiles dans notre sous-région. La culture de la paix est aujourd'hui le moyen pour garantir à tous la pleine jouissance des droits et la participation au processus de développement. Et pour un climat de paix, il faut lutter contre la vulnérabilité des jeunes. Le chef de l'État, dans son discours du 27 avril, a dit qu'avec la montée des extrémismes, il faut développer à tous les niveaux des vertus de dialogue, de fraternité, de patriotisme, d'acceptation. Et pour accepter l'autre, il faut d'abord connaître, il faut savoir qui il est. Est-ce qu'il représente un danger pour vous ou pas? Est-ce qu'il n'est pas comme soi? Donc c'est vraiment des actions, à mon avis, qu'il faut encourager et qu'il faut multiplier. Et j'encourage réellement le Conseil national de la jeunesse à poursuivre dans cette lancée. L'autre initiative, c'est les journées de la base dans les quartiers. Faire connaître aux jeunes tout ce que nous avons comme dispositif d'opportunités pour eux, pour que ces jeunes soient informés. Parce que nous avons constaté que les jeunes des quartiers pauvres ne sont pas souvent informés de ce que nous faisons, de ce qui se passe. Donc les journées, c'est comme des journées portes ouvertes, mais nous appelons c'est des journées à la base qui nous permettent de nous rapprocher encore plus des populations, de leur apporter les informations et de les mobiliser, de les organiser pour que ces jeunes puissent réellement tirer le meilleur profit de tout ce que nous mettons en place pour eux, parce que c'est d'abord pour eux que nous faisons ça. Cette session est la première d'une série de 6 rencontres régionales. Elle fera l'état des lieux des rapports entre les forces de sécurité et la population, surtout jeunes. Et dans la seconde phase, des activités civiques, sportives et socioculturelles mettront ensemble les forces de sécurité et les jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Santé, atteindre plus de 2 millions de femmes avec des méthodes modernes de contraception, eh bien, c'est la préoccupation, l'ambition du partenariat Ouagadougou, un groupe de bailleurs de fonds et partenaires. Ce groupe cherche donc à repositionner le planning familial afin d'aider les femmes à maîtriser la fécondité et à espacer les enfants. Les précisions avec Augustin Kossi et Antoinette Oumovovo. L'Afrique de l'Ouest se mobilise pour améliorer la planification familiale. Les 9 pays francophones, dont le Togo, ont adopté une approche commune qu'ils appellent les 3D. Décentraliser l'accès aux services de planning familial sans contrainte, les démocratiser conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé et décentraliser les services de santé au niveau des régions, des districts et des communautés. À Lomé, les bailleurs de fonds réunis au sein du partenariat de Ouagadougou planchent sur les progrès réalisés par le Togo 5 ans après la signature de la Convention. Nous avons choisi de visiter le Togo pour faire une visite avec les partenaires qui travaillent dans le domaine de planification familiale et aussi avec le ministère de la Santé. Et il y a plusieurs objectifs dedans et nous sommes là pour discuter avec le ministère de la Santé le progrès qu'ils ont réalisé et aussi de souligner les défis qui restent. Pour l'heure, je peux dire que nous sommes satisfaits de ce qu'on a vu. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Et quand je dis l'ensemble des parties prenantes, il s'agit du secteur gouvernemental, de la société civile, du secteur privé et aussi des partenaires techniques et financiers, tous mobilisés pour vraiment appuyer le Togo et faire en sorte que le Togo puisse honorer ses engagements vis-à-vis des autres pays du partenariat de Ouagadougou. 2 stratégies ont permis au Togo de réaliser ces avancées. Il s'agit du projet distribution à base communautaire et la clinique mobile. 2 interventions qui ont contribué à améliorer la santé maternelle et infantile, surtout dans les zones rurales. Le taux de prévalence contraceptive est aujourd'hui de 17,2%.
Il s'agit d'utiliser des camions cargo avec du personnel médical équipé à bord et des produits contraceptifs pour générer la demande dans les communautés où sont présents ces véhicules mobiles. Et nous couvrons aujourd'hui à peu près 120 villages. Alors, ceci a permis un progrès qui nous situe aujourd'hui à 17,2% de taux de prévalence pour ce qui est des méthodes modernes de contraception. L'ambition est d'atteindre plus de 2 millions de femmes additionnelles sous méthode contraceptive moderne, dont 135 000 pour le Togo. L'État togolais s'y adhère déjà en intégrant la planification familiale dans les politiques publiques. Plus de 100 millions de francs CFA sont alloués à l'achat des produits contraceptifs dans le compte du budget exercice 2016. La même visite de travail a lieu aussi dans les autres pays afin d'accélérer le processus pour l'atteinte des résultats escomptés. Et direction justement PCCOP, village du canton d'Arépé, dans le Yoto, village qui avait fait l'objet, rappelez-vous, d'une opération de planning familial, notamment par une distribution de contraceptifs 3 ans après la mise en œuvre de ce projet. Quel bilan les bailleurs de fonds ont voulu justement en savoir un peu plus. Ils sont donc rendus sur place. Le compte rendu Augustin Kossi avec Charlotte Moussibé. Améonon est un agent de santé communautaire à PCCOP dans le district sanitaire de Yoto. Chaque jour, avec son paquet, elle va de hameau en assurant les prestations de planning familial. Avec ses collègues, elles animent des causeries éducatives, distribuent des contraceptifs et même des injectables. Cette opération est menée dans le contexte du projet distribution à base communautaire de l'Association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF, mise en œuvre dans cette zone il y a 3 ans. Elles sont suivies régulièrement dans leurs tâches par des animateurs et des superviseurs. J'ai à mon actif 60 ASC, 60 agents de santé communautaire et 3 animateurs. Donc avec eux, on forme une équipe de distribution à base communautaire de la planification, des méthodes de la planification familiale dans le district de Yoto, avec l'appui du district des infirmiers et responsables des GSP et CMS. Donc je peux dire que nous avons commencé avec 24 villages. Nous avons 60 ASC dans 24 villages. Donc 16 ASC ont été formés à Vaughan et pour pouvoir faire adopter les méthodes de planification familiale à leur communauté. La distribution à base communautaire a été élaborée au Togo avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Ce fonds œuvre en concert avec des partenaires dits de Ouagadougou, dont la 4e session annuelle de Cotonou a marqué un tournant décisif dans le repositionnement de la planification familiale. Atteindre plus de 2 millions de femmes sous méthode contraceptive dans les pays de l'Afrique francophone à l'horizon 2020. L'exemple du Togo se révèle déjà salutaire. Nous sommes venus pour encore remobiliser l'ensemble des parties prenantes dans ce programme du Togo et aussi c'est d'identifier avec le Togo quels sont les goulots d'étranglement et comment ces partenaires qui sont venus, ces bailleurs de fonds qui sont venus au Togo, comment ces bailleurs peuvent aider le Togo à améliorer et aller de l'avant. Alors ce que nous avons vu dans ce village est très réconfortant parce qu'il s'agit d'une bonne pratique que le Togo a. Et plusieurs pays viennent s'inspirer du modèle du Togo en ce qui concerne la distribution à base communautaire. Pour cette phase pilote, une 60aine d'agents de santé communautaire est déployée dans 24 villages de la préfecture de Yoto. Le projet se donne pour objectif d'améliorer la prévalence contraceptive, maîtriser la démographie et réduire le taux de la mortalité maternelle et néonatale. Un dernier mot sur la santé avant de boucler dans ce chapitre. C'est important, lourd de médicaments offerts au ministère de la Santé. Justement, c'est l'Égypte qui est le donateur. L'Égypte qui apporte là son soutien au gouvernement togolais dans la prise en charge de la méningite. Sylvain Raboudou. Un lot de médicaments pour soutenir le ministère de la Santé dans la lutte engagée contre la méningite au Togo.
Le geste vient de la République arabe d'Égypte pour améliorer la prise en charge et la qualité de prestation de services des équipes de campagne et de contrôle de l'épidémie. C'est vrai que la situation n'est plus alarmante. La situation est pratiquement sous contrôle à la suite des différentes campagnes qui ont été menées sur le terrain. Mais ces médicaments vont toujours servir parce que ce ne sont pas à 0 cas. Nous avons encore quelques poches et avec ça, on peut traiter ces malades. Et je voudrais donc, au nom du gouvernement, exprimer les remerciements du peuple togolais et exprimer aussi notre profonde gratitude à l'égard de nos frères égyptiens. Nos populations seront très sensibles à ce geste parce que ça viendra renforcer la lutte que nous avons bien engagée contre la méningite. Cet engagement illustre la qualité des relations de coopération entre le Togo et l'Égypte, deux pays déterminés à réaliser des projets de développement dans l'intérêt des populations. C'est la deuxième remise pour la lutte contre les méningites après la visite de son Excellence le Premier ministre en Égypte et son rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Et après ça, il y avait la visite historique de son Excellence le chef de l'État au Caire de 10 au 12 avril 2016 et la rencontre avec notre président Abdel Fattah el-Sisi qui a lancé officiellement les relations égypto-togolaises dans tous les domaines. Et pendant la visite, on a signé plusieurs mémorandums d'entente. La présente réception est la suite logique de celle du 14 mars dernier et qui a permis au ministère de la Santé de bénéficier des médicaments pour la même cause. Avec le mémorandum d'entente signé entre le Togo et l'Égypte dans le secteur de la santé, a rappelé le diplomate égyptien, plusieurs projets vont être exécutés pour redynamiser les relations de coopération entre les deux pays. A signalé aussi dans l'actualité ce vendredi cette rencontre de journalistes et communicateurs spécialisés en éducation en toile de fond la vulgarisation d'un document sur les droits des enfants. Les précisions avec Albertine Yaki. Selon le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, impliquer les professionnels des médias en matière de protection des droits de l'enfant contribue à la vulgarisation du suivi des droits de l'enfant. Le réseau, à travers l'atelier de vulgarisation du document, entend outiller les participants pour une large diffusion. Nous avons organisé un débat télévisé le mois dernier à Sokodé et dans la salle, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont entendu parler du code de l'enfant, mais ils n'ont jamais vu ce code. Nous espérons que les journalistes auront de la matière pour communiquer encore suffisamment sur les questions relatives aux droits de l'enfant pour que même les couches les plus défavorisées ou bien ceux qui vivent dans les milieux les plus reculés puissent avoir l'information. Comment les engagements pris par l'État togolais au plan international sont mis en œuvre? Quelles sont les forces de cette mise en œuvre? Quelles sont les faiblesses de cette mise en œuvre afin de pouvoir savoir comment réorienter les efforts et aboutir à une jouissance plus ou moins parfaite des droits de l'enfant dans le pays. La lutte contre toutes sortes de violences à l'endroit des enfants issus des couches vulnérables préoccupe le gouvernement. Le ministère de l'Action sociale se félicite de cette initiative. Le Code de l'enfant étant un document de référence, donc dès que le document la loi a été promulguée en 2007, le ministère de l'Action sociale a pris sur soi de vulgariser ce document au niveau de tous les acteurs et à travers tout le territoire national. Et en dehors de ça, il y a eu des actions de renforcement de capacité aussi des acteurs qui ont été aussi programmés. Le projet de suivi des droits de l'enfant démarré depuis janvier 2015 s'étend sur une durée de plus de 3 ans. Les actions de sensibilisation des populations sur les pratiques dont les enfants sont victimes constituent les défis à relever dans les communautés. Lundi prochain, 2 mai 2016, nos députés se réunissent, nos députés de l'Assemblée nationale. C'est pour la 3e séance plénière de la première session, réunion donc au Palais des Congressiers de l'Assemblée nationale pour cette plénière. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale.
La fête du 1er mai avant l'heure, le 1er mai au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce vendredi déjà. En effet, ce sont les retrouvailles autour du ministre Nico Brome. Les travailleurs de ce département demandent depuis 2014 la connexion Internet d'Orléans, réitérée encore cet après-midi avec bien d'autres revendications. Le compte rendu de Nathalie Panengue. Le personnel des différents services rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fête le 1er mai par anticipation. Réuni autour de son ministre, il s'est souvenu des travailleurs de Chicago, a médité sur la longue lutte menée par les travailleurs pour obtenir leurs droits et relever quelques doléances. Une doléance qui nous tient beaucoup à cœur, c'est lancer un concours de recrutement interne pour renforcer l'effectif du personnel existant, et ça serait aussi une occasion pour permettre à nos frères volontaires de pouvoir s'insérer dans la fonction publique. La prime de rentrée et la dotation du ministère d'une connexion Internet haut débit sont aussi quelques-unes des préoccupations de ces agents qui sollicitent l'appui du gouvernement dans la satisfaction de leurs doléances. S'agissant de la connexion Internet, qui est un élément clé de la performance au travail, des investissements importants ont été déjà réalisés par le gouvernement. Vous avez vu tous les travaux qui sont en cours et je puis dire que sur cette base, je ne doute pas que la connexion Internet sera beaucoup meilleure dans les mois à venir. Visiblement, le message du personnel du département de l'enseignement supérieur et de la recherche est bien reçu par le ministre Nico Brome qui, pour la première fois, a choisi les locaux de la Bibliothèque nationale et des archives pour célébrer la journée des travailleurs. Il est 20h22. L'actualité à l'étranger. En bref, tout d'abord, plusieurs mandats d'arrêt annulés au Burkina Faso. Parmi eux, celui émis contre l'ancien président Blaise Compaoré. C'est pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. C'est un vice de forme qui justifie ces annulations. Dans la foulée, retour chez nous, on évoque les libertés individuelles. Là, donc, nous sommes de retour chez nous. Le sujet a fait l'objet d'une table ronde mardi en début de semaine à l'Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques. Le compte rendu avec Charlotte Onsime. Au cœur de cette table ronde, les libertés individuelles. L'orateur principal, le professeur Edmond Jouve de la Sorbonne, s'est inspiré des œuvres d'éminents auteurs européens et africains, des passages bibliques et du Coran. À en croire le conférencier, les droits de l'homme ont une origine très lointaine. C'est une longue marche qui peu à peu nous reconnaît un peu plus de droits, un peu plus de dignité, un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité. Et peut-être même aujourd'hui avec les migrants, un peu plus de fraternité, parce que là aussi, les droits de l'homme, c'est, on l'a dit, on en a parlé dans cette table ronde, c'est le droit des peuples, c'est le droit de manger à sa faim, c'est le droit d'avoir une information qui soit adaptée à son propre pays. Quelle place pour la femme dans ce combat? Elle a failli être oubliée. Olympe de Gouges, combattante d'origine française et promotrice des droits de la femme, sera le porte-étendard au XVIIIe siècle à travers ses plumes citées par ses étudiants juristes. On les considérait comme des femmes rebelles. Mais aujourd'hui, de nos jours, on se rend compte que ce sont des débats qui sont au cœur de l'actualité de l'histoire de l'humanité. Donc j'ai pu retenir que c'est un terme qu'il ne faut pas vraiment négliger et qu'il faut continuer de se battre pour arriver à la plénitude de ces droits. Cette conférence a un apport très majeur sur notre cursus scolaire. En termes d'abord d'études, de mieux cerner ses droits et libertés publiques. Maintenant, en tant qu'étudiant juriste, de mieux partager ses droits avec nos camarades qui ne sont pas forcément des étudiants juristes. Donc de militer pour la protection des droits de l'homme et des libertés publiques. À travers ces initiatives, l'IERIS, Institut des hautes études des relations internationales et stratégiques, entend donc renforcer le bagage intellectuel de ses apprenants. Parce que nous estimons que nous avons besoin des compétences assez variées. Vous voyez le professeur Edmond Jouve, par rapport à son expérience,
pensons que la jeunesse en a besoin. C'est dans le cadre de la recherche de ces expériences à mettre au service de nos étudiants que nous faisons venir ces différents enseignants. Cette table ronde sur les libertés individuelles s'inscrit dans les manifestations publiques de l'institution pour promouvoir la reconnaissance et la protection des droits de l'homme. La loi, c'est la loi. Tout le monde doit connaître la loi. Chantera Willy Mignon, chantre béninois des libertés. Dans le reste de l'actualité, la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, et cette initiative DOSI qui a remis donc des tricycles passagers et bagages aux conducteurs de taxi-moto affiliés à la MUTA. La MUTA, c'est la mutuelle des conducteurs de taxi-moto qui ont remboursé à temps leur crédit, et ceci donc pour les aider à poursuivre leurs activités afin donc d'éradiquer l'extrême pauvreté. Le compte rendu de Antoinette Oumaouvavon. Les conducteurs de taxi-moto affiliés à la MUCTAM, mutuelle des conducteurs de taxi-moto de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, passent le cap de celui de conducteurs de tricycles passagers. Après avoir honoré leur engagement envers la mutuelle, ils bénéficient de ces tricycles qui leur permettront d'améliorer leur activité génératrice de revenus. Après avoir payé pour 2 roues, aujourd'hui je suis bénéficiaire de 3 roues. Et je remercie aussi la société DOSI. Les passagers saluent ces engins qui viennent révolutionner le transport. Je l'ai trouvé un peu confortable. Il est solide. Il me protège du soleil et de la pluie. Cette activité est à mettre à l'actif de la délégation à l'organisation du secteur informel, agence Lomé Commune Golf, qui entend accompagner ces émigrants à muter de l'informel vers le formel. Nous avons trouvé opportun de mettre à disposition des conducteurs de taxi-moto, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fini le premier cycle du produit et qui baillent les tricycles passagers pour pouvoir mieux exceller dans leur métier. En mettant ces tricycles à leur disposition, on leur permet en même temps d'avoir un moyen de subsistance et de pouvoir échelonner leur paiement sur 1 an et demi ou 2 ans, en fonction de l'option qui est choisie. La MUCTAM, une initiative qui entend réduire la précarité et offrir des opportunités à tous et faire du émigrant un entrepreneur épanoui. L'OTR poursuit sa mise à niveau donc des agents et partenaires. Illustration à Dapon avec cette séance de formation, une formation dans le module et la valeur transactionnelle. Les précisions de Désiré Aloy et notre bureau à Dapon. Suite aux récentes publications de certains journaux accusant la division des opérations douanières de Lomé-Port de pratiques frauduleuses, les responsables de l'Office togolais des recettes sont montés au créneau pour apporter des éclairages sur ces différents sujets qui font l'objet de débats. Ces allégations portent notamment sur les opérations de dépotage de conteneurs les nuits et à domicile, la perception des frais d'UTEL, travail extra-légal par certains chefs douaniers. Le Togo s'est engagé résolument sur la voie de la facilitation du commerce international. Aujourd'hui, si on constate que des opérations se font de nuit, est-ce à dire que c'est des opérations frauduleuses? Je crois que c'est ce qui n'a pas été compris de ces journalistes. Dans le contexte actuel du service 24 heures sur 24, 7 sur 7, il était essentiel que, sur demande du propriétaire des marchandises, la douane puisse délocaliser l'opération de dépotage du quai dans les locaux de ce propriétaire des marchandises. Depuis sa mise en place en 2014, l'Office togolais des recettes, au-delà de sa mission de mobilisation de ressources internes de l'État, lutte efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale. La tolérance zéro en matière de corruption fait également partie de ses prérogatives. Loin d'apporter un démenti, nous on se dit que c'est une incompréhension des pratiques nouvelles auxquelles aujourd'hui la douane se lance, ceci dans la recherche de la célérité et de la facilitation des opérations du commerce international.
Les mesures de facilitation des procédures douanières ont amené la plateforme portuaire à un service continu de 24 heures sur 24, ce qui réduit considérablement les coûts et le temps de passage des conteneurs. Les redevances du TEL sont donc payées sur délivrance d'une quittance sécurisée. Auparavant, c'était un TEL manuel, mais avec l'avènement de l'ETR, selon les réformes, le TEL a été revu et sécurisé pour ne pas être falsiable. Quand nous payons le TEL, on nous donne une quittance sécurisée pour attester que nous avons vraiment payé. L'OTR reste disponible à apporter des informations nécessaires aux contribuables sur ces différents services. Un numéro vert est mis à la disposition de tous pour la dénonciation de tout acte de corruption ou de fraude. Et voilà, vous l'aurez compris, on reviendra donc dans les prochaines éditions sur la formation, sur la valeur transactionnelle, toujours en rapport avec l'OTR qui réagit là dans le sujet précédent, donc sur cette perception frauduleuse de certains textes, ce qu'a écrit donc certains journaux. Le livre, en fait, deuxième édition, elle sera marquée cette année par plusieurs activités, notamment dans les établissements scolaires. L'objectif, c'est d'inciter les élèves à lire et nous reviendrons là aussi sur le sujet dans nos prochaines éditions. On va refermer la présente par la prestation au Palais des Congrès de Kara de la troupe égyptienne Ismaïlia, présente donc à Lomé dans le cadre du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance. Et bien cette troupe s'est donc produite au Palais des Congrès de Kara, ce qui traduit là l'excellence des relations entre le Togo et l'Égypte. Le récit avec Nessor Moujou. Elle s'est produite lors du défilé militaire et civil du 27 avril à Lomé. La voilà sur scène à Kara au Palais des Congrès. La troupe Ismaïlia des arts folkloriques a représenté la culture égyptienne aux festivités du 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Les relations entre le Togo et l'Égypte sont au beau fixe. Le président de la République, Faure Gnassingbé, s'est rendu au pays des pharaons il y a seulement quelques jours. La présence de la troupe Ismaïlia des arts folkloriques au Togo constitue aussi une preuve de la solidité de ces relations. Les valeurs que l'Égypte partage avec le Togo actuellement, c'est très essentiel et très profondu. Parmi eux, on a vu dans cette semaine la participation d'une bande égyptienne folklorique dans la célébration de la cérémonie de la fête d'indépendance du Togo. Ça, c'est très important pour l'Égypte. Parce que la culture, c'est une chose qui est très essentielle dans notre peuple. Alors, la profondeur de l'échange de la culture égyptienne et togolaise, c'est très important et en espérant d'avoir des bandes togolais encore en Égypte. Nous avons fait voir la tradition égyptienne. Et à travers ça, nous avons découvert beaucoup de choses. Nous avons apprécié, tout le public a apprécié. C'est des gens très talentueux, très sportifs et puis qui ont beaucoup de valeurs. Le groupe folklorique Goumbé de Gandé dans la Soli et Paja de Landa dans la Kosa ont aussi traduit la valeur culturelle de la région aux côtés de la troupe égyptienne. L'écho de la troupe Ismaïlia va au-delà même de l'Afrique. Cette troupe se prépare après le Togo à se rendre à Beijing en Chine pour d'autres spectacles. Fin donc de cette édition, je vous souhaite une belle soirée sur la télévision togolaise.